Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des Poètes confinés intitulé Victor Hugo, chef de file du romantisme. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons fait la révolution en chantant. Et maintenant que la révolution politique a eu lieu, c'est à la littérature, et donc, entre autres, à la poésie, de faire à son tour sa révolution. Dans la mesure où les genres et les formes littéraires sont intimement liés à l'évolution des formes politiques et sociales, il était évident que la Révolution française n'allait pas être sans conséquences sur la littérature. Or, un écrivain français parmi les plus connus, qui était d'ailleurs aussi un homme politique, a énormément œuvré pour à la fois mettre en pratique et expliquer, théoriser ces changements. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Victor Hugo, qui est sans doute l'une des figures les plus célèbres de la littérature française et qui s'est imposé comme le chef de file d'un courant littéraire appelé le romantisme. Disons d'abord quelques mots de la vie de Victor Hugo. Il est né à Besançon, dans l'est de la France, en 1802, alors que ce siècle avait 2 ans, comme il l'écrit dans un des poèmes du recueil Feuilles d'automne, qui date de 1831. À ce moment-là, donc en 1802, le régime politique qui s'est imposé à la suite de la crise révolutionnaire et de la Première République, ce régime, c'est un consulat. D'abord constitué de 3 hommes qui représentent le pouvoir exécutif, donc les 3 consuls, puis d'un seul, le premier consul, Napoléon Bonaparte, qui se fera couronner empereur en 1804, devenant alors l'empereur Napoléon Ier. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte, Napoléon déjà perçait sous Bonaparte, écrit Victor Hugo à propos de son année de naissance, donc 1802. Regardons maintenant ensemble cette frise qui représente le XIXe siècle politique et essayons de nous représenter l'évolution de Victor Hugo, dont la vie couvre presque tout le XIXe siècle, puisqu'il est mort en 1885. Et son œuvre évolue au rythme des crises politiques qui émaillent ce siècle qu'on a surnommé le siècle des révolutions, pour une bonne raison, puisque sur la frise, on peut voir 3 révolutions successives. D'abord, les 3 Glorieuses en 1830, puis la Révolution de 1848, et enfin la Commune qui a lieu en 1871. En 1802, sous le Consulat, donc, Victor Hugo naît d'une mère royaliste et catholique d'un côté, et d'un père républicain, puis bonapartiste, qui a d'abord été soldat dans la guerre déclarée contre les monarchies européennes en 1792, nous en avons parlé dans l'épisode précédent, et puis général d'Empire dans les guerres napoléoniennes. Le jeune Victor est donc entre ses 2 parents comme pris entre 2 feux contraires. Et il suit d'abord les penchants de sa mère, Sophie Trébuchet, qui a donc des convictions royalistes et catholiques. À cette époque, par ailleurs, l'une des sources d'inspiration des écrivains que l'on qualifiera de romantiques, c'est l'ambiance gothique du Moyen-Âge. En 1831, dans cette veine-là, Hugo écrit Notre-Dame de Paris, un roman très connu. Mais dans les années 1830, à l'issue justement des 3 Glorieuses, il voit s'effondrer, comme il l'écrit dans son journal, son ancienne conviction royaliste catholique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient le chef de file d'un romantisme engagé, qui, selon lui, est l'héritier de la Révolution française. C'est à ce moment-là donc que le romantisme
commence véritablement à prendre un sens politique. Fidèle à ce principe, Victor Hugo s'engage en politique. En 1845, il est élu député à la Chambre des Pairs, qui est l'une des deux assemblées de la monarchie de Juillet. Et puis, après la Révolution de 1848 et l'avènement de la Deuxième République, il devient député de l'Assemblée constituante et puis de l'Assemblée législative. Ensuite survient très rapidement le coup d'État du 2 décembre 1851, orchestré par Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier. Et c'est le coup d'État qui marque le début du Second Empire, puisque Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu président, va prendre la place d'empereur. Et à ce moment-là, Victor Hugo, qui n'est pas du tout favorable à ce coup d'État, qui est très républicain, tente de soulever le peuple parisien contre son tout nouvel empereur. Vous vous en doutez, cela n'a pas du tout plu à Napoléon III, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, étant devenu empereur, et il fait donc exiler Victor Hugo jusqu'en 1870. Donc un très long exil pour Victor Hugo, qui part d'abord à Bruxelles, pour ensuite rejoindre les îles anglo-normandes, donc Jersey et Guernsey. C'est donc en exil que Victor Hugo va publier quelques-unes de ses œuvres majeures. Je vais surtout parler de ses œuvres poétiques, étant donné que c'est cela qui nous intéresse en tout premier lieu dans cette chaîne. Alors, très peu de temps après son exil, en 1853, il publie Les Châtiments, qui est un violent pamphlet poétique dirigé contre Napoléon III et son régime. C'est un ouvrage qui circule sous le manteau, comme on dit, c'est-à-dire qu'il circule de façon clandestine en France, marquant une forme de résistance contre le régime de Napoléon III. En 1856, il publie un autre recueil poétique qui s'intitule Les Contemplations et qui est cette fois-ci beaucoup plus lyrique, beaucoup plus personnel et beaucoup plus autobiographique. En 1859 ensuite, il publie encore un autre recueil poétique qui cette fois-ci est une forme de grand poème épique qui s'intitule La légende des siècles. Et puis, je vais aussi vous parler très rapidement d'un de ses romans, puisque ce roman est très connu, il est même, je dirais, le roman le plus connu de Victor Hugo. En 1862, il écrit et il publie Les Misérables, une grande fresque qui retrace la vie de personnages souvent issus d'un milieu pauvre. Pardon. Ce n'est qu'en 1870, ensuite, que Napoléon III se trouve déchu, suite à la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne. C'est seulement à ce moment-là que Victor Hugo peut rentrer en France. Il assiste alors aux événements de la Commune en 1871 et à sa répression dans le sang. Après cette répression, menée par Adolphe Thiers, Hugo prend la défense des insurgés, persistant de ce fait à se faire le porte-voix des opprimés. En 1876, ensuite, il devient sénateur sous la Troisième République et devient l'idole de la gauche républicaine et l'écrivain populaire par excellence. D'ailleurs, lorsqu'il s'éteint en 1885, ses funérailles nationales prennent l'ampleur d'une apothéose. D'ailleurs, pour la petite histoire, il s'avère que lorsque l'un des chanteurs français les plus connus dernièrement est mort, il y a maintenant 3 ans de cela, Johnny Hallyday, eh bien, ses funérailles ont été comparées à celles de Victor Hugo. Je vous laisse juger si cette comparaison est pertinente ou non, toujours est-il qu'elle a été faite par certains médias français. Comme vous l'aurez donc compris, Victor Hugo a écrit de nombreux ouvrages, et pas seulement des ouvrages poétiques. Il a écrit aussi bien des textes politiques que des romans ou encore des pièces de théâtre. Nous allons de notre côté nous concentrer sur sa poésie, mais avant cela,
pour bien comprendre sa démarche, nous devons faire un petit saut du côté du théâtre pour parler plus exactement d'un texte théorique qu'il a écrit assez tôt dans sa carrière, en 1827, et qui est en fait la préface d'une pièce de théâtre qui n'a par ailleurs jamais été jouée et qui s'intitulait Cromwell, du nom du fameux révolutionnaire anglais. Bizarrement, on peut presque dire que cette pièce n'a d'existence que par cette préface, mais pour cause, c'est un texte essentiel parce que c'est là que Victor Hugo définit ce que doit être l'esthétique romantique. Autrement dit, on peut dire qu'il s'agit du manifeste du romantisme. Je vous en lis un extrait. Voilà donc une nouvelle religion, une société nouvelle. Sur cette double base, il faut que nous voyions grandir une nouvelle poésie. La muse moderne verra les choses d'un coup d'œil plus haut et plus large. Elle sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. C'est alors que, l'œil fixé sur des événements tout à la fois risibles et formidables, la poésie fera un grand pas, un pas décisif. Un pas qui, pareil à la secousse d'un tremblement de terre, changera toute la face du monde intellectuel. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, l'ombre à la lumière, le grotesque au sublime, en d'autres termes, le corps à l'âme, la bête à l'esprit. Le romantisme s'oppose donc en tout point au classicisme. Vous savez, le classicisme, c'est ce courant littéraire du grand siècle dont nous avons parlé dans le 3e épisode. Et oui, il ne s'agit plus de montrer une beauté parfaite, droite, symétrique et sans défaut. Au contraire, il s'agit de faire comme la nature et de tout représenter, y compris des choses laides, des choses difformes, des choses risibles. Dans le genre de la poésie, Victor Hugo ne s'arrête pas là. Il veut également détruire les règles formelles, car pour lui, ce sont des carcans qui brident la liberté de création du poète. Il l'explique entre autres dans 2 poèmes extraits du recueil Les Contemplations. Ces 2 poèmes s'intitulent respectivement Réponse à un acte d'accusation et Quelques mots à un autre. Et dans ces poèmes, qui sont donc adressés, il se présente comme celui qui part en guerre contre le classicisme et qui révolutionne la poésie. Oui, comme vous aurez pu peut-être déjà le comprendre, Victor Hugo n'était pas quelqu'un de très modeste. Il avait un petit peu la grosse tête. Voici ce qu'il écrit dans Réponse à un acte d'accusation. Alors, brigand, je vins, et sur les bataillons d'Alexandrin carrés, je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Et voici ce qu'il écrit dans Quelques mots à un autre. C'est horrible, oui, brigand, jacobin, malandrin, j'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Et en effet, si vous avez bien entendu la manière dont j'ai lu le rythme de ce dernier vers, j'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas du tout le même rythme que dans un alexandrin classique, où on a un rythme en 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a un rythme en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin.
Donc Victor Hugo transforme le rythme très symétrique de l'alexandrin classique. Et d'ailleurs, le mot romantisme va même devenir un nom qu'on va coller à cette nouvelle forme d'alexandrin que l'on va appeler le trimètre romantique. Présentons maintenant 2 poèmes de Victor Hugo. Le premier de ces poèmes sera extrait du recueil Les Contemplations. Ce recueil donne une grande place à la dimension autobiographique et à travers les quelques vers que je viens de citer, on a pu voir notamment que Victor Hugo y évoquait son parcours poétique et politique, les 2 choses étant chez lui toujours liées bien sûr. Mais il y évoque aussi son parcours personnel, dans un registre lyrique. Et on trouve notamment dans ce recueil une partie qui s'intitule Pauca meae, qui signifie en latin quelques vers dédiés à ma chère fille. En effet, il écrit ses poèmes pour Léopoldine, qui est l'une de ses filles, malheureusement morte noyée dans la Seine suite à un accident en 1843. Victor Hugo, qui aimait beaucoup sa fille, de façon générale qui aime beaucoup ses enfants et les enfants, a eu énormément de mal à se remettre de cette tragédie. Découvrons l'un de ses poèmes dédié à Léopoldine qui s'intitule Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. À présent, et pour finir, découvrons Victor Hugo comme poète engagé, dont la poésie se fait l'expression de luttes politiques et sociales très concrètes. On trouve davantage cette facette du grand écrivain dans le recueil Les Châtiments, qu'il écrit, je vous le rappelle, pour dénoncer le régime mis en place par Napoléon III. Le poème dont nous allons lire un extrait s'intitule ironiquement Joyeuse vie. Je vous explique un petit peu le contexte d'écriture de ce poème. En février 1851, juste avant le coup d'État, en tant que député, Victor Hugo se rend à Lille, donc une ville du nord de la France, pour visiter une usine de textile. Il y découvre avec effroi les conditions de vie atroces des ouvriers qui vivent dans des caves, affamés, sales, sans rien pour avoir une vie décente. Hugo a alors écrit un discours, Les caves de Lille, qu'il voulait prononcer à l'Assemblée, mais pour différentes raisons qui sont d'ailleurs encore assez débattues parmi les critiques littéraires, il n'a jamais prononcé ce discours. Mais de cette visite dans les caves de Lille, il fait le poème Joyeuse vie, dont voici un extrait. Caves de Lille, on meurt sous vos plafonds de pierre. J'ai vu de ses yeux pleurant sous ma paupière, râler l'aïeul flétri, la fille aux yeux hagards, de ses cheveux vêtus, et l'enfant spectre au sein de la mère statue. Ô Dante Alighieri, c'est de ces douleurs-là que sortent vos richesses, princes. Ces dénûments nourrissent vos largesses. Ô vainqueurs, conquérants, votre budget ruisselle et suinte à larges gouttes des murs de ces caveaux, des pierres de ces voûtes,
du cœur de ces mourants. Sous ce rouage affreux qu'on nomme tyrannie, sous cette vis que me le fisc, hideux génie, de l'aube jusqu'au soir, sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes, ainsi que des raisins, on écrase des hommes, et l'or sort du pressoir. C'est de cette détresse et de ces agonies, de cette ombre où jamais, dans les âmes ternies, espoir, tu ne vibras. C'est de ces bouges noirs, pleins d'angoisses amères. C'est de ce sombre amas de pères et de mères qui se tordent les bras. Oui, c'est de ce monceau d'indigence terrible que les lourds millions, étincelants, horribles, semant leur en chemin, rampant vers les palais et les apothéoses, sortent, monstres joyeux et couronnés de roses, et teints de sang humain. Voilà, c'est sur ce très beau poème, mais aussi très sombre, que nous allons conclure cet épisode. Si le sujet des caves de Lille et de l'engagement politique de Victor Hugo vous intéresse, vous pouvez retrouver en barre d'infos le discours qui n'a donc jamais été prononcé sur les caves de Lille, ainsi qu'un article dans un journal qui s'appelle Fakir, qui lui est consacré. Pour ma part, je vous laisse là sur cet épisode 5, et la semaine prochaine, dans l'épisode 6, nous parlerons encore du 19e siècle, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce siècle au niveau de la poésie, et nous parlerons d'un auteur aussi très connu qui s'appelle Charles Baudelaire. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Soyez prudents, portez-vous bien et restez chez vous.